Vous écoutez On lit pour vous. De l'artisanal à l'industriel sans sacrifier le goût. Un texte de Lila Dussault paru le 6 juillet 2026 dans la presse. Fonder ou diriger une PME, c'est souvent partir d'un rêve, surmonter des défis personnels ou professionnels, tomber, se relever les manches, avoir de nouvelles idées, peut-être même changer le monde. Certaines entreprises naissent dans un contexte rocambolesque. État végétal, qui est passé de 100 à 1000 points de vente en une année, est de celle-là. Tout a commencé sous des bâches, à la pluie battante, dans une cour arrière de Montréal-Nord, en pleine pandémie. Audrey-Anne Lefebvre et ses amis revenaient d'une épopée à vélo en Inde, brutalement avortée. Après avoir terminé son voyage au Québec, à 29 ans, cette diplômée en cuisine de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, ITHQ, désirait s'ancrer dans la province. Sa première idée, transformer des légumes moches en conserve. Mais pas n'importe lesquels, dit-elle. Je voulais faire des choses comme des sauces romesco. J'avais envie de bien cuisiner. Le groupe d'amis passe 3 semaines sous des bâches à concocter le tout. Ils produisent 600 conserves qu'ils vendent à leurs proches. Bien décidés à continuer, Audrey-Anne et sa partenaire d'alors dénichent une cuisine vraiment pas chère à Saint-Jérôme. Elles commencent à préparer des plats pour accompagner leurs sauces. En parallèle, l'entrepreneur participe à la première cohorte de l'ITHQ en cuisine végane. État végétal est né. De l'artisanal à l'industriel. Rapidement, l'équipe loue une cuisine à Montréal. On est resté là 3 ans. Et à la fin, les poches de farine touchaient le plafond et il y avait 9 employés, décrit Mme Lefebvre. Durant cette période, État végétal développe ses produits phares. Les arancini, des boules de risotto panées, les taquitos, soit des tortillas farcies de légumes et de protéines végétales braisées, et les croquettes véganes, une alternative aux croquettes de poulet. L'entreprise produit aussi du végépâté, une tartinade qui se mange en sandwich ou en salade. Et nouvellement, un sétan en morceaux, pré-cuits et sous vide. Dès le début, ou presque, les produits sont vendus par les fermes Loufa. On a grandi avec eux, soutient Mme Lefebvre. Encore aujourd'hui, bien que l'entreprise distribue ses recettes dans de nombreux endroits, Loufa lui permet de rester viable, souligne-t-elle. Mais en 2024, l'entreprise se heurte à un mur. La production artisanale ne suffit plus. La solution passe par la sous-traitance et le co-packing, ou conditionnement à forfait en français, une formule où une autre entreprise prend en charge la chaîne logistique. Je pense qu'en 2026, dit Audrey-Anne Lefebvre, il faut essayer de limiter ses coûts. Et le co-packing, c'est un peu le partage des risques, parce que, par exemple, le livreur, il n'a pas juste nous, il a plein d'autres clients. Dans la même période, la PME développe son image de marque. Avant, les produits venaient dans un sachet transparent avec une étiquette collée, se remémore Mme Lefebvre. Désormais, les arancini et les taquitos se rendent aux consommateurs dans des sacs colorés. La fabrication industrielle permet de décupler la production. Aux Aliments Châtel de Laval, sur le boulevard Armand-Bombardier, où Audrey-Anne Lefebvre nous accueille, il est possible de fournir en une journée 1,8 tonnes d'arancini, 27 000 taquitos et 4,5 tonnes de sétan, énumère-t-elle. Mais pas question de sacrifier la qualité, précise-t-elle. Les croquettes, qui perdaient au change, ont disparu, mais ce n'est que partie remise. Et en attendant, les ventes ont explosé. De 100 à 1000 points de vente. En avril 2025, État végétal intègre Sobeys. Les sacs colorés sont désormais sur les tablettes des IGA et des métros, notamment. 6 mois plus tard, les distributeurs alimentaires, dont Gordon, Cisco et Dubé-Loisel, adoptent les produits.
L'entreprise réussit ainsi à rejoindre les institutions qui, de plus en plus, souhaitent végétaliser leur menu, observe Madame Lefebvre. Des hôpitaux sont en train d'embarquer. On a beaucoup de CPE, de RPA, de restaurants, et on a été porter des échantillons aux forces armées, énumère l'entrepreneur. Des négociations sont aussi en cours avec une autre grande enseigne d'alimentation, précise-t-elle, sans en dévoiler plus. Le chiffre d'affaires de l'entreprise reflète cette croissance. L'an dernier, la hausse a été de 30 %. Cette année, avec l'arrivée des distributeurs alimentaires, État végétal prévoit une augmentation de 100 %. Du voyage à vélo à la production industrielle, la transition n'est-elle pas abrupte? Au contraire, affirme Madame Lefebvre, ça a vraiment renforcé ma résilience. Comme entrepreneur, je ne pense pas que j'aurais trouvé ça aussi facile si je n'avais pas eu cette expérience. Pourquoi État végétal? Parce que de nouvelles options pour végétaliser les menus sont toujours les bienvenues. C'était De l'artisanal à l'industriel sans sacrifier le goût. Un texte de Lila Dussault paru le 6 juillet 2026 dans la presse. Axel Hubert. La plupart des gens ont du mal à se reconnaître aidants. Un texte de Christelle Kay, paru le 15 juin 2026 dans Ombre et Lumière. L'autrice de la ligne de crête des aidants revient sur la genèse de son ouvrage et l'importance de ne pas taire sa vulnérabilité lorsqu'on est aidant. Pourquoi ce nouveau livre? La plupart des gens ont du mal à se reconnaître aidants. Or, cette situation engendre de vrais problèmes au sein des familles et des institutions. Auprès de mon proche, j'agis par amour. Du coup, je ne me considère pas comme aidant. Je suis parent, alors ce que je fais est bien normal. Moi, je me considère aidante car je suis fortement impactée par ce que je porte dans toutes les sphères de ma vie. Il y a quand même une objectivité du poids de cette charge au quotidien. Quels sont les écueils à éviter? Le premier écueil serait de vouloir taire sa vulnérabilité, selon la croyance qu'être fort et courageux, c'est se montrer sans faille et ne pas avoir besoin d'aide. À quoi je dis oui, à quoi je dis non? C'est la grande question. On se situe vraiment sur la ligne de crête entre s'oublier et se préserver. Je dis oui à assumer telle responsabilité, telle tâche pour mon aider, et de ce fait, je dis non à d'autres choses pour moi. Comment tenir la route en tant qu'aidant? On a besoin de s'encorder, c'est vraiment tout le sens de mon livre. Il faut sortir du schéma selon lequel on peut s'en sortir tout seul. Le chemin est rude, mais un jour, on y arrivera parce que l'on saura s'entourer, s'emparer des bons outils, s'accorder les pauses et les répits. Il s'agit d'un équilibre à ajuster. C'est un travail quotidien, parfois très fatigant, et pourtant, il n'y a pas d'autre réponse que de réajuster en permanence. Un travail à continuer, jour après jour. C'était Axel Hubert. La plupart des gens ont du mal à se reconnaître aidants. Un texte de Christelle Kay, paru le 15 juin 2026 dans Ombre et Lumière. Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 28 août. En 1955, assassinat d'Emmett Till. Le jeune Afro-Américain Emmett Till, âgé de 14 ans, est enlevé et tué par des hommes blancs dans le Mississippi après avoir été accusé d'avoir importuné une femme blanche. Son corps mutilé, retrouvé quelques jours plus tard, est exposé lors de funérailles à cercueil ouvert à la demande de sa mère, suscitant une indignation nationale. L'acquittement de ces meurtriers par un jury entièrement blanc choque l'opinion publique américaine. Ce drame deviendra l'un des événements déclencheurs du mouvement des droits civiques aux États-Unis. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 28 août.
Un maire précurseur. Un dossier de Mégane Foy paru le 18 juillet 2026 dans la presse. Nommé chevalier de l'Ordre du Québec en juin 2026, le maire du village olympique des Jeux de Montréal s'ouvre sur l'événement qui a marqué sa vie il y a 50 ans. Premier article. Au départ, je ne voulais pas être maire. 16 juillet 1976, veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Montréal. Yvan Dubois s'apprête à faire un geste qu'aucun autre maire du village olympique avant lui n'avait accompli. La circulation est dense sur le boulevard métropolitain car une voiture de patrouille bloque le chemin. Espadrille aux pieds, Yvan Dubois se prépare à courir 1 kilomètre jusqu'au village de la rue Sherbrooke avec entre les mains la flamme olympique. Le maire désigné hésitait à se présenter dans une tenue sportive pour accueillir la dernière délégation, les États-Unis. Après tout, dans la tradition olympique, son mandat est de représenter le pays hôte, d'accueillir les dignitaires, les politiciens, les anciens athlètes ou même la reine Élisabeth II. Mais les Américains ont trouvé que son audace était plutôt cool, se souvient-il. C'est ce genre d'anecdote que nous raconte Yvan Dubois, grand personnage des Jeux de Montréal, lors de notre rencontre à son domicile. Comme le 16 juillet 1976, le grand sportif a humblement troqué le complet cravate pour une veste de sport bleue. Au départ, je ne voulais pas être maire. Ce n'était pas tellement dans mes cordes d'assumer des responsabilités protocolaires, confie celui qui n'était pas non plus friand des caméras. Car derrière les rendez-vous diplomatiques, Yvan Dubois assumait en plus et avant tout la direction générale du village olympique. Son défi, créer un village de toutes pièces, de la construction des pyramides à sa gestion, un rôle auquel il consacrait tout son temps depuis 1973. Pour plusieurs, il était donc la personne parfaite pour porter ce double chapeau. Les pieds dans le village. Attablé avec la presse, M. Dubois consulte des centaines d'archives du passé, dont des coupures de journaux, des plans de logement ou encore le menu des athlètes. L'homme, âgé de 89 ans devant nous, ne le formulera pas ainsi, mais ses initiatives avant-gardistes allaient complètement changer la façon dont on pense aujourd'hui l'expérience olympique des athlètes. 17 juillet 1976, premier jour des Jeux. La délégation canadienne loge dans la pyramide B au 6e étage. Le tiers des athlètes sont des Québécois. Des Jeux de Munich à ceux de Montréal, la présence québécoise au sein d'Équipe Canada a explosé, passant de 12% à 30%. Un tour de force signé par le programme de développement sportif Mission Québec 76, orchestré par nul autre que Yvan Dubois. On poursuit la visite. Plus haut dans la pyramide, la sécurité de la délégation israélienne est assurée par un groupe de militaires. L'équipe avait été la cible d'un important attentat aux Jeux précédents à Munich qui avait fait 11 victimes et ébranlé le monde entier. Avec 1200 policiers en poste sur le site, les Jeux de Montréal n'ont été marqués par aucun incident, ce qui a été largement reconnu par les comités organisateurs suivants. Les policiers de Montréal étaient même responsables de remplir des constats pour les objets perdus des athlètes, souligne en riant M. Dubois. Unir les athlètes. Pause à la cafétéria. On offre pour la première fois un grand menu international. Le système élaboré par le maire rassemble les athlètes dans le même espace, en plus de réduire les coûts pour l'organisation. Avant 1976, chaque pays avait sa propre cuisine avec ses propres mets. Dans les espaces communs, les 9517 athlètes se côtoient. Pour la première fois, les Jeux de Montréal unissent les athlètes masculins et féminines dans le village.
Auparavant, une clôture les séparait, ce qui est encore aujourd'hui complètement aberrant aux yeux du maire. Vous savez, plusieurs pays étaient très réticents là-dessus, très, très réticents. Et il y en a même qui m'ont livré une petite bataille, se rappelle-t-il. Mais l'homme n'a pas changé d'avis. Retour à la Chambre. Les délégations sont regroupées aux mêmes étages pour favoriser les échanges. Le maire a choisi de placer les États-Unis à côté de l'URSS. Les deux pays étaient alors en pleine guerre froide. Pourrait-on espérer faire de même en 2026? Sans aucun doute, répond sans hésitation Yvan Dubois. Je pense que l'être humain est capable de faire de grandes choses, mais il faut, à un certain moment, lui ouvrir la bonne porte pour que ses valeurs se manifestent, souligne M. Dubois. Une inquiétude subsiste toutefois dans son esprit. La réaction des athlètes concernant leur logement. J'ai été obsédé par ça, raconte-t-il. Les 980 unités des fameuses pyramides de la rue Sherbrooke devaient accueillir le même nombre d'athlètes qu'à Munich, mais la ville allemande comptait plus de 5000 appartements. Les unités de Montréal comprenaient donc entre 5 et 14 lits chacune. La solution? Faire sortir les athlètes de leurs chambres. Circuits culturels dans la métropole, excursions touristiques en Estrie ou dans les Laurentides, spectacles en tout genre, artistes invités, discothèques aménagées sur le site. Les Jeux de Montréal ont été les premiers à introduire un programme culturel de cette envergure à l'extérieur des compétitions, si bien qu'aucune critique n'a émergé concernant les logements des athlètes. Au-delà du sport, on pourrait s'y perdre tellement il y a d'archives sur la table de M. Dubois. Près de 2 heures après notre arrivée, les histoires ne s'épuisent pas. Le plus intéressant, c'est qu'elles parlent toutes des athlètes, mais aucune ne concerne le sport. La grandeur du mouvement olympique doit dépasser la compétition sportive, aime-t-il nous rappeler. Jamais dans l'histoire des Jeux, un maire et directeur de village olympique n'avait laissé une documentation si prolifique et structurée de la gestion du village et des athlètes. Un total de 238 documents ont été traduits en russe, en anglais et en coréen pour les Jeux qui ont suivi, où M. Dubois était présent à titre de conseiller. 26 juillet 1986. On célèbre les 10 ans des Jeux de Montréal. Dans la presse, le texte du chroniqueur Gilles Blanchard laisse peu de place à l'interprétation. Début de la chronique de Gilles Blanchard, 26 juillet 1986. En 1976, Montréal comptait 2 maires et il n'est pas évident, dans le quadrilatère du village olympique tout au moins, que M. Jean Drapeau fut le plus populaire des deux. Qui est Yvan Dubois? Yvan Dubois est repêché par les Braves de Milwaukee dans le baseball majeur, MLB, à l'âge de 17 ans. Quelques années plus tard, il participe à l'élaboration des programmes d'éducation physique dans plusieurs commissions scolaires du Québec, fonde le camp de plein air EDFI et organise les 3 éditions des Jeux gymniques du Québec, rebaptisés depuis Jeux du Québec. En 2019, il est intronisé au Panthéon des sports du Québec avant d'être nommé chevalier de l'Ordre du Québec en juin 2026. Vous écoutez Un maire précurseur, un dossier de Mégane Foy, paru le 18 juillet 2026 dans la presse. Deuxième texte. 5 anecdotes des Jeux de Montréal. Le maire du village olympique, Yvan Dubois, raconte 5 moments marquants des Jeux, mais qui n'ont rien à voir avec les compétitions sportives. 18 juillet 1976, la visite de la reine. La venue de la reine Élisabeth II a été remarquée au village olympique. Pour l'accueillir, le maire, Yvan Dubois, lui a fait visiter les pyramides dans lesquelles vivaient les athlètes. À la cafétéria, ils discutent ensemble de leurs familles respectives autour d'un repas. Sa Majesté mange la même chose que les athlètes
et utilise des ustensiles jetables. Monsieur Dubois l'amène aussi sur le toit d'une des pyramides pour qu'elle puisse admirer la vue sur Montréal. À ce moment, une importante bourrasque soulève la robe de la reine. Ne sachant que faire, Monsieur Dubois la regarde, impuissant, incapable de décider s'il doit l'aider ou s'il doit faire semblant de rien. Ce moment cocasse a été aussitôt capturé par un photographe et a fait la une des journaux un peu partout dans le monde le lendemain matin. La légende, sous une photo publiée dans le journal Montréal Matin le 18 juillet 1976. Tout avait été prévu pour la sécurité sauf le vent, et le maire Yvan Dubois du village olympique n'a pas eu le choix. Sourire avec compassion avant qu'Éole ne cesse de souffler. 19 juillet 1976, le Liechtenstein en Montérégie. La délégation du Liechtenstein, composée de 6 athlètes participant aux compétitions de judo et d'athlétisme, est le premier pays à être reçu par une petite municipalité en dehors de la ville haute. Dans le cadre du programme de tourisme offert aux athlètes, la délégation a été accueillie à Saint-Césaire, en Montérégie, où elle a pu faire un arrêt à la cidrerie dans une ferme laitière et partager un repas dans la famille d'une citoyenne, Léona Casavant, se rappelle M. Dubois. Grâce à elle, une journée inoubliable pour ses athlètes, commente-t-il. 20 juillet 1976. Le dommage le plus important du village. L'haltérophile Vassili Alexiev, originaire de l'URSS, venait d'être médaillé d'or dans la catégorie des super-lourds quand il s'est embarré dans la salle de bain de son logement. Le hic? L'homme était claustrophobe. Incapable de déverrouiller la porte, l'athlète aurait crié pour qu'on l'aide à sortir, mais personne ne l'a entendu. Il n'en a pas fallu plus pour convaincre Vassili Alexiev de forcer la porte, sauf que la cloison au complet a suivi. Interrogé après l'incident, l'homme fort a indiqué qu'il avait légèrement poussé sur la porte de la salle de bain. D'après les documents du maire Dubois, ce fut le dommage matériel le plus important qu'un athlète ait fait au village, de l'ordre de 10 000 $. 21 juillet 1976, un moment avec Nadia Comaneci. La reine des Jeux de 1976 obtient une note parfaite de 10 en gymnastique lors de la finale de l'épreuve à la poutre. Lors d'une cérémonie au village, Yvan Dubois va remettre un souvenir à la jeune Roumaine alors âgée de 14 ans, la réplique du flambeau des Jeux de Montréal. Pour célébrer la jeunesse, M. Dubois a invité sa fille Josée, qui avait le même âge, à tendre l'objet à la gymnaste. Ce moment a été immortalisé et 39 ans plus tard, lorsque Nadia Comaneci a croisé M. Dubois par hasard, elle lui a demandé si elle pouvait avoir une copie de la photo en souvenir. 22 juillet 1976. Une odeur de poisson. Alors que les compétitions sportives étaient entamées, une odeur très désagréable est apparue dans l'une des pyramides du village olympique. Des équipes ont donc été déployées pour trouver la source de cette odeur qui inquiétait la direction générale. L'odeur devenait de plus en plus prononcée alors que M. Dubois, qui prenait part aux recherches, s'approchait des appartements où logeait la délégation de la Corée du Nord. Conclusion. L'équipe avait entreposé du poisson dans les trappes de climatisation de leur unité, parmi les seuls qui en avaient dans l'immeuble, pour conserver l'aliment au frais. Encore aujourd'hui, personne ne sait comment les Nord-Coréens ont réussi à faire entrer le poisson au pays, encore moins au village. C'était un maire précurseur, un dossier de Mégane Foy paru le 18 juillet 2026 dans la presse.
Itinérance, un deuxième quartier de mini-maisons sera implanté dans Charlesbourg. Un texte de Flavie Villeneuve avec la collaboration de Martin Boucher et de Brian Rochon, paru le 17 juillet 2026 sur le site de Radio-Canada. La Ville de Québec prévoit implanter un deuxième quartier de mini-maisons pour itinérants derrière les Galeries Charlesbourg. Selon des informations d'abord rapportées par Le Soleil, Radio-Canada a eu la confirmation que le site choisi se trouve entre le boulevard Henri-Bourassa et la 1er avenue, près du parc aux bus de la 41e rue. Le quartier sera aménagé d'ici juin l'année prochaine et comprendrait une dizaine de mini-maisons. Les séjours permis seraient plus longs que ceux des premières mini-maisons dans le secteur d'Estimauville. Dans le microquartier de Beauport, les personnes qui ont accès à ces logements sont généralement dirigées par des organismes communautaires. Elles peuvent y demeurer de 30 à 60 jours. Dans le nouveau quartier, les séjours pourront atteindre de 12 à 18 mois. Pertinence de l'approche. Depuis l'ouverture de ce site, 20 personnes ont bénéficié de ce nouveau service de Santé Québec Capitale Nationale Universitaire, anciennement le CIUS de la Capitale Nationale. Citation, « Les résultats sont très encourageants. À l'exception d'une seule situation où le code de vie n'a pas été respecté, toutes les personnes ayant quitté les modules ont pu intégrer une solution résidentielle adaptée à leur situation, qu'il s'agisse d'un logement, d'une chambre, d'un HLM ou d'un logement abordable. » Fin de citation, a spécifié par courriel la porte-parole de Santé Québec Capitale Nationale Universitaire, Marianne Lajoie. Citation, « Ce bilan confirme la pertinence de cette approche qui combine un hébergement temporaire à un accompagnement intensif afin de favoriser la stabilité résidentielle et de prévenir un retour à l'itinérance. » Fin de citation, dit-elle. Une demande de financement doit être soumise cet automne à l'organisme fédéral Maison Canada. Une consultation citoyenne est aussi prévue par la Ville dans les prochains mois. C'était Itinérance, un deuxième quartier de mini-maisons sera implanté dans Charlesbourg. Un texte de Flavie Villeneuve avec la collaboration de Martin Boucher et de Brian Rochon, paru le 17 juillet 2026 sur le site de Radio-Canada.